question aujourd'hui qui est d'actualité de l'avenir institutionnel de la Réunion. Alors la question est posée pour l'ensemble de l'outre-mer. Ça a été relancé récemment par le fameux appel du Fort-de-France qui demande à l'État une autre relation entre l'État et les collectivités locales, et en réalité qui demande un renforcement des pouvoirs locaux. Alors, je le dis tout de suite, la Réunion est très divisée sur cette question. Les Antillais et les Guyane sont beaucoup plus en pointe sur une demande de plus de responsabilité. Cette responsabilité qui est au cœur de nos fondamentaux. Puisque l'idée, c'est ça, c'est qu'on prenne plus de responsabilités. Je disais qu'on est divisé là-dessus. Déjà, on est tellement divisé qu'il y a, j'appelle ça le prisme d'effacement de l'attachement de la Réunion au droit commun. À Paris, on ne parle que de ça. Quand on parle d'évolution institutionnelle, on dit ah oui, mais il faut mettre la Réunion en parle, la Réunion est attachée au droit commun. Ce qui n'est pas exact du tout. Il y a une partie ici du monde politique qui, effectivement, prône le droit commun, le statu quo statutaire, mais il y a une autre partie qui est pour une évolution. Alors, je dois à la vérité de dire que la partie qui est plus progressiste, c'est un progressisme d'une certaine timidité. Parce que aujourd'hui, ce progressisme consiste simplement à demander l'abolition de l'amendement Mirabeau. C'est-à-dire l'évolution institutionnelle de la Réunion, c'est plus que ça. Alors, mon opinion, je vais essayer d'être rapide là-dessus, c'est que depuis plus de 75 ans, c'est-à-dire depuis 1946, on n'a pas bougé en ce qui concerne le cadre institutionnel à la Réunion. On n'a pas fait. Bon, l'immobilisme, c'est une aberration de l'esprit. Les partisans aujourd'hui du statu quo vous disent ce qu'il faut à la Réunion, ce n'est pas un nouveau cadre institutionnel, mais c'est un projet qui répond vraiment à nos besoins. Sauf que ça fait 30 ans, voire 40, qu'on met en place, qu'on élabore des projets, et on n'a toujours pas trouvé le mot. Alors, il faut se poser la question, pourquoi on n'a pas trouvé le mot? Pourquoi est-ce que la question de la gouvernance n'y est pas pour quelque chose de cible? En tout cas, il faut se poser la question, mais on refuse le débat là-dessus. Je parlais des projets, mais on ne compte plus. Si vous-même vous y arrivez, les lois programmes, entre la LOU, l'OLEOM, la loi d'orientation, etc. Bon, on compte les assises de l'outre-mer, les états généraux de l'outre-mer, le SIOM, on ne compte plus comment dirais-je, les programmes pour le développement de l'outre-mer, qui mènent toujours, c'est des canaux de recommencement. Il y a une réalité à la Réunion, ce sont les indicateurs socio-économiques et culturels aussi, puisque ça concerne aussi l'éducation. Quand on regarde ces indicateurs, ce sont des indicateurs de pays sous-développés. Le chômage, bon, on affiche aujourd'hui autour de 20%, mais en réalité, on sait que c'est plus. L'INSEE lui-même reconnaît qu'il y a des gens qui sont sortis du système d'inscription à Pôle emploi. Enfin, maintenant, c'est France Travail. Là aussi, on pense qu'en changeant les noms, on va changer quelque chose, ce qui n'est pas vrai du tout. Vous savez, l'indicateur le plus important, c'est la pauvreté. Vous avez des pays du tiers-monde où le taux de pauvreté est plus faible qu'ici. Alors, naturellement, c'est à relativiser, puisque on définit un seuil de pauvreté monétaire. Mais n'empêche, ça a une signification. On est aujourd'hui entre 35 et 40% de pauvres dans un pays qui est riche. On est riche. Ici, le revenu, enfin le PIB et le revenu par habitant tourne autour de 23 000 24 000 euros par habitant. Dans la zone, il faut descendre à 10 000, c'est Maurice, et après 7 000, 8 000, c'est Afrique du Sud. Donc on est un pays riche, mais avec des inégalités. Voilà. Après, bon, je passe, il y a d'autres indicateurs aussi mauvais là, en matière éducative. On est très mauvais, en matière sanitaire, on a encore des retards importants. Tout ça,
on ne se pose pas de la question. Alors tout ça, le plus grave, c'est que ces indicateurs ont un caractère durable. Alors, cette durabilité pose la question vraiment du cadre. Est-ce que ce cadre, en tout cas, il faut le poser la question, il ne faut pas refuser d'en débattre. Moi, personnellement, je pense qu'il y a des raisons objectives de faire modifier ce cadre. Il y a, la première raison, c'est ce que je viens d'exposer, c'est qu'on a une situation de durabilité, de mal-développement qui implique qu'on pose la question du cadre. Il y a d'autres raisons objectives. Il y a des raisons juridiques. Pour faire vite, l'outre-mer est divisé le cadre de l'outre-mer, du droit de l'outre-mer, c'est l'article 73 des départements et régions d'outre-mer, et l'article 74 ce qu'on appelle les anciens TOM, territoires d'outre-mer, qu'on appelle aujourd'hui les collectivités d'outre-mer. Quelle est la différence? Nous sommes concernés par l'article 73. Le principe, c'est le droit commun. L'exception, je dis bien l'exception, c'est l'adaptation. Ce qui est très limitant. On a besoin ici de dispositions, de mesures adaptées vraiment à notre contexte, mais plus fortes, mesures plus fortes que ce qu'on a actuellement, puisqu'on est enfermé dans ce carcan de l'article 73. Il y a un sénateur, d'ailleurs, Michel Cointin, qui est spécialiste de l'outre-mer, qui disait « On a beau explorer les confins de l'article 73, on reste enfermé quand même dans l'article 73, c'est-à-dire le principe, c'est le droit commun. » Là, l'article 74, c'est différent. Le principe, c'est l'adaptation au contexte de chacun de ces territoires. Il y a la Polynésie, il y a les îles de l'Atlantique. Le principe, c'est l'adaptation et l'exception, c'est le droit commun. Voilà. Ça, c'est le cadre général. Donc, je viens d'évoquer l'article 73 qui limite les adaptations. On a besoin de mesures beaucoup plus fortes. Donc, déjà, là, c'est une raison pour faire évoluer les choses. Il y a une deuxième raison, c'est l'excessive centralisation des décisions en matière d'adaptation. En fait, ce sont des décisions qui relèvent du gouvernement et du Parlement. Nous, on a notre mot à dire de deux façons. On nous consulte quand il y a un texte qui adapte une loi à l'outre-mer. Donc le Conseil régional et le Conseil général sont consultés, sauf que tout ça se fait sous la pression, dans l'urgence. On vous dit, vous avez 15 jours pour vous prononcer, alors ils n'ont même pas participé à l'élaboration des textes. Deuxième forme de participation, on a un pouvoir de proposition. On peut proposer des adaptations. Et alors aujourd'hui, d'ailleurs, la réforme constitutionnelle de 2003 est allée plus loin, donne possibilité aux départements et à la région d'édicter eux-mêmes des adaptations aux lois et règlements existants. Mais on n'a jamais utilisé. Et on peut, à tout moment, par ailleurs, proposer au gouvernement des évolutions, des adaptations, des lois et règlements qui s'appliquent ici. Sauf qu'on le fait. Ça, voilà une deuxième raison pour faire évoluer les choses. Il y a une troisième raison, c'est que quand on regarde l'histoire de nos institutions, l'histoire des adaptations outre-mer, c'est à chaque fois des mesures qui sont imposées au plan national et qui relèvent d'une vision nationale et globale de l'outre-mer. Je dis bien nationale et globale de l'outre-mer. Quand vous regardez le Code général des collectivités locales, 90% des dispositions concernant l'outre-mer sont des dispositions uniformes à tout l'outre-mer. Donc, quand on dit statut sur mesure, on en est très loin. Non, mais j'en ai pas 2 minutes encore. Donc, voilà une troisième raison pour faire évoluer les choses. Dans les faits, je veux dire, les choses sont hyper centralisées. Alors, ça a des conséquences, cette centralisation. Ça laisse de côté un pan énorme de besoins d'adaptation qui ne sont pas satisfaits. Il y a, là, c'est pas nous qui le disons, il y a eu en 2016 et 2017 2 commissions sénatoriales qui se sont penchées sur ce qu'on appelle les normes, l'application des normes outre-mer. En fait, pour constater que c'est des normes de droit commun. Alors, vous avez les normes en matière
phytosanitaires et les normes en matière de construction. Tout le monde reconnaît le besoin d'adapter ces normes. Or, le constat qui est fait, c'est que dans les ministères techniques, non seulement on n'a pas la culture, le réflexe de l'outre-mer, quand il y a des textes, des lois sur les normes qui sont votées, on n'a pas ce réflexe de penser à l'outre-mer. D'ailleurs, dans ces ministères techniques, il n'y a même pas souvent de pôle outre-mer. Donc, ils ne connaissent pas l'outre-mer. Mais, en plus, ils n'ont pas le temps. Ils vous disent, dans le rapport du Sénat sur ces deux sujets, ils disent, le gouvernement a d'autres priorités. Il n'a pas le temps chaque fois de penser à l'outre-mer. Donc, tout ça plaide pour quoi? Plaide pour un renforcement de la décentralisation, enfin, un renforcement des pouvoirs locaux. Alors, je vais terminer quand même. Comment le faire? Il y a des conditions quand même à respecter. On ne peut pas faire n'importe quoi, dire, bon, demain, on va aller vers plus d'autonomie, etc. Il y a des données à prendre en compte. La première donnée, c'est la méfiance de la population sur tout changement du statut. Ça, on ne peut pas, comment faire abstraction de cette donnée. Les Antillais, ils sont payés pour le savoir. Puisque dès 2003, ils ont voulu passer à la collectivité unique, refus de la population, et les référendums. En 2010, la Guyane et la Martinique sont devenues des collectivités uniques. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a eu réponse à deux questions. Il y a eu un référendum avec réponse à deux questions. Première question, voulez-vous passer du régime de l'article 73 au régime de l'article 74? Réponse non à 70%. Alors que l'ensemble des élus voulaient proposer de passer dans le régime un peu d'autonomie de l'article 74. Et c'est 15 jours seulement après que la population a accepté que ces deux collectivités deviennent des collectivités uniques. Bon, ça c'est la première donnée. Il y a une deuxième donnée qui est une donnée symbole pour moi, c'est la départementalisation. La départementalisation, ça ne veut pas dire le droit commun. La départementalisation dans la mémoire collective, c'est un certain nombre de droits fondamentaux, de droits sociaux, et ça, les Réunionnais, ils sont attachés. Donc demain, si vous parlez de collectivité unique et qu'on efface le département, les gens vont assimiler tout ça à une suppression des droits fondamentaux attachés à la départementalisation. Donc mon opinion, qui a évolué là-dessus, la logique plaide pour une collectivité unique. Il y a beaucoup d'arguments pour une collectivité unique qui relèvent tout simplement de logique. Mais il y a un contexte. Encore une fois, alors la départementalisation, ça ne veut pas dire un régime organique calqué sur les départements de métropole. Non, aujourd'hui, dans la Constitution même, il y a possibilité de mixer ce qu'on appelle le principe d'identité législative et le principe de spécificité qui relève des territoires autonomes. Alors, je vous donne un exemple, plutôt deux exemples. Les deux îles qui s'appellent Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui étaient anciennement les communes de Guadeloupe, et qui sont devenues des collectivités de l'article 74, ils bénéficient à la fois. Alors, nous, quand on pense à l'article 74, on dit autonomie. Ben, ils bénéficient à la fois de l'autonomie et du principe d'identité législative. Autrement dit, le principe d'identité législative leur permet de bénéficier de tous les droits sociaux. Donc, voilà, ça existe de la Constitution, cette possibilité d'évolution. Alors, il y a une troisième donnée dont on ne peut pas, c'est ça la dernière, dont on ne peut pas faire abstraction, c'est la donnée européenne. Vous savez, on est région ultra-périphérique, la conséquence, c'est une conséquence majeure de notre qualité. Il y a deux conséquences majeures, c'est ça nous permet de bénéficier des fonds structurels et à un niveau très élevé. Vous savez, l'enveloppe française, sur l'enveloppe française des fonds structurels, on prend 25%, pas la Réunion, mais le donne. Pour vous donner un chiffre, la Réunion bénéficie à peu près 2 milliards par période de 6 ans de fonds européens, ce qu'on appelle les PTOM, c'est-à-dire les collectivités de l'article 74 qui relèvent, eux, d'un statut d'association avec l'Europe
Les PTOM, il n'y a pas que les PTOM français, il y a aussi les PTOM hollandais. Alors, il y avait les Anglais, mais ils sont partis avec le Brexit. Aujourd'hui, il y a 13 PTOM. Les 13 PTOM ont une enveloppe de 500 millions seulement du fait. Et dans les 500 millions, le Groenland pompe déjà 225 millions. Alors, vous voyez la différence. L'ensemble des PTOM, Polynésie, etc., Nouvelle-Calédonie, ils ont 500 millions tous les 6 ans. La Réunion seulement 2 milliards. Donc, ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est l'application stricte du droit européen. Ça c'est important. Alors, le traité européen prévoit des possibilités d'adaptation. Mais la pratique montre que l'Europe est encore plus stricte que l'État français sur la limitation de ces adaptations. Un exemple, c'est le poids de mer. Le poids de mer, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de mémoire historique. Quand vous interrogez nos élus, ils sont attachés au poids de mer, et moi aussi. Mais un des arguments, c'est de dire le poids de mer. La réforme de l'octroi de mer, c'est un progrès, puisqu'on permet de différencier les taxes entre les produits importés et les produits locaux, en appliquant aux produits locaux des taxes inférieures, voire parfois taxes zéro. Mais on oublie que cette réforme est une régression. Auparavant, l'octroi de mer ne s'appliquait que sur les produits importés, ne s'appliquait pas aux produits locaux. Et là, on revient en appliquant une taxe sur la circulation d'un produit produit localement, on revient vraiment au système de l'octroi de l'ancien régime. Donc ce n'est pas un progrès. Et ça, l'Europe impose ça. Donc tous les progrès dont on parle concernant l'octroi de mer, encadrés au maximum par l'Europe. Donc demain, si on veut avoir des pouvoirs renforcés, c'est quoi les pouvoirs renforcés? C'est au moins une autonomie, même partielle, une autonomie fiscale. C'est-à-dire le développement de tous les pays qui accèdent aux responsabilités, c'est pouvoir disposer vraiment du pouvoir fiscal. Et il y a le pouvoir douanier. Mais le pouvoir douanier, aujourd'hui, avec le droit européen, c'est net. Bon. Donc voilà, demain, si on veut avancer, donc il faut déjà trouver un compromis local. Moi, je pense qu'il faudrait une médiation de l'État. Parce que localement, ils refuseront tout le monde. Les deux grands partis, si je puis dire, refuseront de se mettre. Donc c'est l'État qui doit prendre l'initiative pour mettre tout le monde autour d'une table, dans le cadre d'une conférence élargie, mais il y aura une négociation avec l'Europe. Donc voilà, résumé, j'ai été un peu long peut-être, mais c'est résumé, c'est un problème complexe, le cadre institutionnel.